Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui une assemblée de jeunes parlementaires. Et au Kenya, le bilan des glissements de terrain monte à 43 morts. Les efforts de sauvetage se poursuivent. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui une assemblée de jeunes parlementaires. Ce matin, dans la grande salle de réunion de la présidence, les jeunes ont été introduits auprès du chef de l'État par la ministre de la Femme et de la Famille, Moumena Ahmed Hassan, et par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud. Le président de la République et les jeunes parlementaires ont eu des échanges fructueux. Par la même occasion, les jeunes ont pu soumettre également des recommandations et les proposer au président de la République. Les jeunes ont apprécié donc énormément l'accueil que leur a réservé la plus haute autorité du pays, en la personne du président de la République, et tout en leur permettant la soumission de leurs propositions afin d'améliorer leur politique annuelle qui consiste à améliorer les conditions de vie de leurs concitoyens et en particulier les plus jeunes. Le président de la République s'est réjoui de cette rencontre donc. Et le chef de l'État a par ailleurs voulu mettre un accent sur la mise en place d'un centre éducatif pour les enfants à besoins spéciaux pour améliorer leurs conditions de vie et leur permettre tout le droit qui leur revient. Et lors de cette réunion avec les jeunes parlementaires djiboutiens, le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, s'est réjoui donc de cette rencontre avec les jeunes parlementaires et a promis qu'il fera le maximum pour répondre convenablement à leurs recommandations. On écoute le chef de l'État. Je suis particulièrement heureux de pouvoir être avec vous, assister à une réunion spéciale de l'Assemblée nationale des enfants. D'abord, vous souhaitez la bienvenue à la présidence et ensuite partager avec vous ce moment que je trouve extrêmement important. Je me sens vraiment heureux de pouvoir voir les hommes et les femmes de demain vont construire après nous le pays, qui vont le développer et qui vont penser pour l'avenir aussi. Et pour cela, il faut être outillé. Outillé par la formation, la bonne santé, l'exemple, n'est-ce pas, de travail, d'assiduité, de respect des parents. Enfin, le bon exemple. Vos frères et sœurs de votre pays, pouvoir les prendre en main. Ce pays a besoin de vous. Ensuite, ce pays n'a pas d'autre capital que le capital humain, c'est-à-dire vous autres qui sont représentés ici. Et nous allons pouvoir rappeler que le gouvernement que je préside s'attelle jour et nuit à donner satisfaction à nos enfants, à leur développement, leur éducation, que ce soit les enfants à besoins spéciaux ou les autres. Nous avons des lois que nous avons l'obligation, l'enseignement, l'éducation obligatoire jusqu'à 16 ans. Ceux qui n'arrivent pas à continuer après les 16e année, nous avons déjà la formation, différentes formations professionnelles
en place. Nous avons pour les besoins spéciaux également. Et Mme Moumina est là aussi pour bien développer ce que nous envisageons et les lois que nous avons déjà créées. Écoutons à présent l'intervention lors de cette réunion de la présidente du Parlement des enfants. La présidente des enfants parlementaires. Aujourd'hui, nous sommes ici avec Monsieur le Président et Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et Madame la ministre de la Femme et de la Famille, avec tous nos amis, les enfants parlementaires, mes collègues. Nous sommes là ici afin de discuter avec Monsieur le Président et d'échanger avec lui. Donc, je suis la présidente et les membres du bureau. Nous avons la première vice-présidente qui est Mademoiselle Rabia. On a été mis en place il y a 1 an et demi, c'était en mai 2018, que nous avons siégé dans l'Assemblée nationale durant 2 jours pour nous présenter les thèmes et voter des lois et des plans à prendre durant notre délai. Et nous avons aussi formé le bureau par vote. Notre plan d'action, c'était des activités de sensibilisation. Nous avons aussi fait des forums et beaucoup des fois, une quinzaine de fois ou plusieurs, on s'est réunis au ministère de la Femme et de la Famille afin de discuter entre nous sur les décisions qu'on a prises et sur notre plan d'action qu'on le fera prochainement ou qu'on a déjà commencé à le faire et ça continuera. Et dans une interview qu'elle nous a accordée à l'issue de cette rencontre, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, est revenue sur les différents points qui ont été abordés lors des discussions qui ont eu lieu entre le président de la République et les jeunes parlementaires djiboutiens. On l'écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, en effet, le président de la République a reçu les jeunes parlementaires. Ces jeunes parlementaires, d'abord, il faut savoir qu'ils ont été mis en place en mai 2018. Ils ont un peu plus d'1 an. C'est la rencontre et l'introduction officielle des jeunes parlementaires de la République de Djibouti. L'objet de cette rencontre, cette activité d'abord de 1 s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'enfant qui est célébrée tous les 20 novembre partout dans le monde. Donc c'est une activité qui s'inscrit dans un événement donné. C'est une introduction officielle. Et le but de cette rencontre, c'était que les jeunes parlementaires se présentent au chef de l'État, ça c'est de 1. De 2, puissent présenter le travail qu'ils ont réalisé durant toute une année et puis puissent lui soumettre et émettre des propositions qui leur tiennent à cœur et surtout qui concernent les jeunes enfants djiboutiens, des améliorations et des pistes de réflexion. Donc le président les a écoutés, les a reçus, leur a répondu sur place et s'est engagé pour un certain nombre de suggestions émises par ces jeunes parlementaires qui seront actées immédiatement par les membres du gouvernement. Également dans l'actualité, le Premier ministre a tenu une réunion avec les représentants des organisations internationales qui sont nombreux et qui sont des partenaires au développement de la République de Djibouti. Les discussions lors de cette réunion donc ont porté sur le soutien aux sinistrés qui ont été touchés par les pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours sur la capitale et les régions de l'intérieur. Les partenaires ont assuré donc le gouvernement djiboutiens de leur plein soutien et de leur aide donc qui va être fournie aux sinistrés et aux familles vulnérables touchées par ces pluies. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed qu'il a fait durant cette réunion. Dans la bonne direction et nous comptons avec votre appui vraiment d'aller très très vite. Nous essentiellement nous devons maintenant gérer l'après-crise. C'est que je ne sais pas, la dernière fois quand on a eu Segar, vous avez donné quelques équipements au niveau du pompage. Là nous aurons besoin peut-être d'équipements beaucoup plus importants pour les pompes et tout ça. Mais c'est une question qu'on doit discuter avec vous. L'après-crise aussi dit que, après la pluie, commence à avoir des problèmes d'hygiène, de santé. Le ministre de la Santé a dit que nous allons mobiliser tout ce que nous avons
Et moi, ce surtout qui me préoccupe, le palu qui est descendu là, il ne faut pas qu'il remonte. Il faut que vous fassiez vraiment l'OMS, l'UNICEF, tous les organismes onusiens doivent faire leur travail pour qu'effectivement on fasse tout pour qu'on puisse contenir. Mais nous devons aller très vite. Donc voilà, en quelque sorte, ce que je voulais vous dire. Toujours à la primature, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu une délégation de haut niveau du Fonds saoudien pour le développement, conduite par le vice-président du Fonds, Khalil Ben Suleiman Al-Ghudayri. Ont assisté à cette rencontre le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, l'ambassadeur de Djibouti en Arabie Saoudite, ainsi que l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite à Djibouti. Le Premier ministre et la délégation saoudienne ont passé en revue des relations fraternelles et la coopération existante entre la République de Djibouti et l'Arabie Saoudite. À l'issue de cette rencontre, le ministre des Finances, Ilyas Moussa Daoualé, a procédé donc à une cérémonie de signature de 3 protocoles d'accord avec une délégation du Fonds de développement saoudien avec à sa tête son vice-président Khaled Ben Suleiman Al-Ghudayri hier dans l'après-midi au Palais du Peuple. Selon ces mémorandums, le Fonds de développement allouera une subvention à Djibouti pour financer la construction de la Cour suprême à Djibouti pour un montant de 3,2 millions de dollars ainsi que le soutien de la Fondation Ismaël Omar Guelleh aux citoyens hébergeant 2 millions de dollars et du programme saoudien de forage et de développement rural en Afrique pour un financement supplémentaire de 5 millions de dollars afin d'alimenter la région de Bissidro en eau potable. La signature du mémorandum d'accord reflète les relations profondes qui unissent les deux pays et les efforts sincères du gouvernement saoudien visant à soutenir d'importants projets de développement socio-économique mis en œuvre par le gouvernement qui sont destinés à renforcer la prospérité économique. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-As. Nous retrouvons la suite de notre journal. Santé, à présent, le ministre de la Santé, Mohamed Al-Samadiri, a réuni ses principaux collaborateurs pour la mise en œuvre d'un programme de prévention contre les risques des maladies telles que les diarrhées ou encore le paludisme. En effet, dans le cadre du plan Orsec déclenché à la suite des intempéries, le ministère de la Santé a mis en place une stratégie préventive de lutte contre les menaces des maladies diarrhéiques et contre le risque de paludisme. Au cours de la réunion, le ministre de la Santé a indiqué qu'il était impératif de mettre rapidement en œuvre ce présent dispositif préventif afin de faire face au risque de prolifération des moustiques et des microbes susceptibles d'engendrer des maladies liées à l'eau telles que le paludisme, les diarrhées et les fièvres d'origine virale. Ainsi, plusieurs activités de prévention d'urgence ont été planifiées et seront intensifiées dans tous les quartiers de la capitale, notamment à travers les relais communautaires de proximité et les agents de santé communautaires qui seront mobilisés pour sensibiliser et diffuser les bonnes pratiques d'hygiène. L'INSPD, l'Institut national de santé publique de Djibouti, va mettre en œuvre une stratégie renforcée de lutte antivectorielle dans toutes ses formes, à savoir l'épandage d'eau stagnante et des fosses septiques au niveau des zones sinistrées et à risque, la pulvérisation ou encore la désinfection permanente des latrines au niveau des sites d'accueil des sinistrés. Le ministre de la Santé a par ailleurs relevé le niveau d'alerte pour redoubler le degré de mobilisation et de vigilance au niveau de toutes les structures sanitaires du pays dans le cadre de ce vaste programme. Écoutons à présent le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Saleh Benoît Tourab, qui a rappelé les contours de cette stratégie préventive en santé publique du plan Orsec, qui a été mise en place par le département de la santé. On l'écoute. Le tour des centres de santé et des hôpitaux pour faire le bilan des dommages qui ont pu être provoqués par la pluie et les inondations. Un certain nombre de structures sont partiellement fonctionnelles, d'autres ne fonctionnent pas, surtout deux centres de santé qui ne fonctionnent pas. Mais les hôpitaux n'ont pas subi beaucoup de dommages, donc ils fonctionnent très bien. Mais je voudrais aussi rappeler que les centres de santé restent ouverts. Il faut que les gens qui ont des problèmes de santé se rendent dans les centres les plus proches pour qu'on puisse les prendre en charge comme d'habitude. En cas de situation d'urgence et de détresse, il faut appeler le numéro que vous connaissez déjà, 119. Il y a des ambulances et des personnels médicaux qui sont disponibles. Nous continuerons à travailler en coordination avec le plan Orsec pour que tous les services de santé du pays soient mobilisés afin que la population bénéficie de la prise en charge mieux adaptée à ces situations. Nous nous préparons également au terrain
pour accueillir en cas d'épidémie les personnes atteintes. Nous savons que dans notre pays, il y a 2 à 3 types d'épidémies, à savoir le diarrhée, la maladie diarrhéique, le paludisme, et puis également d'autres fièvres d'origine virale. Et nous préparons le terrain pour monter des centres pour accueillir ce genre de situation, ce genre de personnes. Dans le cadre du plan Orsec, l'heure est à l'évacuation des eaux de pluie. Pour cela, les pompiers de la protection civile sont à pied d'œuvre dans les différents quartiers de la capitale ou dans les zones les plus affectées. Pour ce faire, des motopompes ont été mises en place pour dégager les eaux de pluie qui stagnent dans les quartiers ou sur les artères principales de la ville. Ces actions visent à soulager notamment la souffrance des populations et le retour de ces personnes déplacées vers leur domicile. Et toujours donc dans le cadre du plan d'urgence Orsec, le service de l'assainissement, comme vous avez pu le voir, en étroite collaboration avec l'agence djiboutienne des routes, donc a doublé les efforts et a procédé à l'ouverture des égouts, à évacuer l'ensemble des eaux de pluie diluviennes stagnantes dans les artères de circulation de la capitale. Et les élus des peuples de l'Afrique se sont donné rendez-vous en République de Djibouti à l'occasion des activités de l'Union parlementaire africaine. Les travaux statutaires de l'UPA, notamment la 75e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, ont démarré aujourd'hui au Palais du Peuple sous la présidence de Mohamed Ali Ahmed, président de l'Assemblée nationale. Outre la participation du secrétaire général de l'UPA, cet événement majeur a été conduit au perchoir au sud du speaker djiboutien et du vice-président du comité exécutif du Parlement égyptien et également de la présidente de la commission des femmes de l'UPA, par ailleurs présidente du Sénat du Zimbabwe, ainsi que de délégués des parlements membres de l'Union. Composé de plus d'une quarantaine de groupes nationaux de pays africains, l'UPA organise donc du 24 au 29 novembre ses activités statutaires dans le comité exécutif de ce lundi et point d'orgue. Lors de cette séance, le président a lu une allocution de bienvenue revenant notamment sur les circonstances d'exception dans lesquelles le sommet du parlementarisme africain a débuté dans notre capitale, souhaitant in fine plein succès aux travaux de l'UPA. Concluant cette première partie publique des activités de la journée, le vice-président du comité exécutif de l'UPA, au nom de l'Assemblée et de la famille de l'UPA, est revenu pour sa part sur la remarquable contribution de la République de Djibouti pour la concrétisation de l'agenda de l'organisation continentale. Et dans son intervention, le vice-président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine a prononcé un discours donc, au cours de cette cérémonie de l'ouverture de la session de l'Union à Djibouti, dans lequel il a exprimé la solidarité avec la République de Djibouti dans le contexte des inondations dans le pays à la suite des fortes pluies. Il a exprimé aussi ses remerciements et sa gratitude au président de l'Assemblée nationale pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité offerte participant donc de cette réunion. Il a souligné également la nécessité pour tous les membres du comité de participer activement au débat de la réunion organisée par Djibouti, terre de rencontres et d'échanges. Et à la fin de son discours, le vice-président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine a exprimé ses remerciements et sa gratitude au président Ahmed pour les efforts entrepris afin d'assurer le succès de ces réunions. Et pour sa part, le président Ahmed a indiqué que la présente rencontre arrive à point nommé car elle fait suite au séminaire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est tenu ici il y a de cela quelques mois, durant lequel des thèmes essentiels et inhérents au développement durable, à savoir la démocratie et les fondamentaux de la bonne gouvernance, ont été débattus et examinés. On l'écoute. À l'entame de mon propos, j'adresse un message de compassion à l'égard des familles endeuillées par le décès de leurs proches suite aux intempéries survenues ce vendredi dans notre capitale. De même, nos pensées vont aux habitants des différents quartiers qui font face aux inondations. C'est avec un engouement distinct que nous recevons
cette session du comité exécutif ainsi que la conférence des présidents de l'Union parlementaire africaine. La présente rencontre arrive à point nommé, car elle fait suite au séminaire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est tenu il y a de cela quelques mois, durant lesquels des thèmes essentiels et inhérents au développement durable, à savoir la démocratie et les fondamentaux de la bonne gouvernance, ont été débattus et examinés. Ces thématiques universelles et fondamentales bénéficient de la même considération auprès de l'Union parlementaire africaine, dont les chartes préconisent les valeurs similaires et au-delà un attachement à une cause commune, celle de consolider la diplomatie parlementaire africaine sur le continent et de permettre le rayonnement des parlements africains sur la scène internationale. Encore une fois, nous sommes réunis, honorables députés, mesdames et messieurs les participants, pour manifester notre attachement et notre foi inébranlable à ces valeurs que nous chérissons au sein de l'Union parlementaire africaine. Honorables députés, les présentes assises porteront sur l'importance de la contribution des jeunes à la promotion de la démocratie, de la paix, de la sécurité et de l'état de droit dans les pays africains, d'une part, et d'autre part, sur la promotion d'une économie diversifiée et des transformations locales des produits de base en vue de l'emploi des femmes et des jeunes. Dans la foulée de nos travaux, le comité des femmes parlementaires de l'UPA doit se réunir le 27 novembre 2019 pour examiner le rôle des parlements dans la réduction des taux de mortalité maternelle et néonatale en Afrique. Autant dire que les aboutissements attendus impliquent que chacun s'engage fermement dans le débat et puisse fournir des recommandations éclairées et constructives pour mener à bien nos échanges tout au long de nos concertations respectives. L'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois, a organisé une réception à sa résidence, une réception organisée en l'honneur du jour du prof de français. La soirée a rassemblé plusieurs enseignants de français, des représentants du ministère de l'Éducation nationale et des diplomates. Le 28 novembre prochain, l'Institut français célébrera également la journée internationale du prof de français. Au menu de cette journée, des rencontres, des débats, des concours et des symposiums qui ont été organisés au sein même de l'Institut. Cette journée avait pour but de valoriser le métier d'enseignant de français par des activités et des événements afin de créer du lien et une solidarité. Elle a comme thème cette année innovation et créativité. L'ambassadeur Arnaud Guillois a dans son intervention remercié les invités pour avoir répondu à son invitation. C'est le souhait du président de la République, Emmanuel Macron, qui souhaitait valoriser et mettre à l'honneur nos enseignants. Cette journée est naturellement appuyée par la Fédération internationale des professeurs de français et elle va se décliner partout dans le monde à travers un certain nombre d'événements, à travers un certain nombre de commémorations. Eh bien, dans ce pays, à Djibouti, la semaine prochaine, vous aurez toute une journée consacrée aux professeurs de français qui se déroulera à l'Institut français de Djibouti. Les programmes sont sur les tables. Vous aurez un certain nombre de moments d'échange, de symposiums, à la fois pour partager votre expérience, pour échanger en matière de pratiques éducatives, de façon à pouvoir, pourquoi pas, demain, créer des synergies, créer des coopérations, et puis poursuivre l'apprentissage de cette fort jolie langue que nous avons en partage. La francophonie est un élément constitutif de Djibouti, nous le savons bien. Lorsqu'il m'a reçu pour la remise de mes lettres de créance, c'est la première chose que m'a dit le président Guelleh. Il m'a dit, vous savez, Djibouti est un pays francophone, c'est notre ADN, et donc c'est extrêmement important que la France
avec ses partenaires, continue à appuyer le français. Ce sera une des grandes priorités de mon action au cours des 3 prochaines années. Direction le nord du pays à présent, notamment à Obok, où l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, a organisé une cérémonie officielle de distribution de têtes de cheptel, notamment de chèvres, dans cette région. Outre le représentant de la FAO à Djibouti auprès de l'IGAD, Pisang Tchangay Dedemanao, la cérémonie a vu la participation des autorités locales, de 2 adjoints du préfet d'Obok, Ali Mohamed, et le président du conseil régional, Mohamed Ahmed, ainsi que les autorités coutumières du village. Initié dans le cadre du projet d'urgence, cette activité concerne le repeuplement de cheptel. En effet, au total, 1500 chèvres de race locale en raison de 10 têtes sont distribuées dans la région d'Obok pour soutenir la population nomade. Même activité également a été organisée la semaine dernière dans la région de Tadjoura. Les aliments de bétail ont été mis à la disposition des bénéficiaires sélectionnés selon des critères bien définis établis par la FAO en collaboration avec la préfecture ainsi que le conseil régional. Ces opérations menées par la FAO sur l'ensemble du territoire ont pour objectif d'appuyer les populations affectées par les effets de la sécheresse récurrente et qui ont perdu leurs moyens d'existence, notamment dans les zones les plus reculées et difficiles d'accès. Nous sommes à Olma et cette même, en tout cas, la même distribution a également eu lieu à Wadi, elle a également eu lieu à Koura-Angar, elle a également eu lieu à la Assa. Donc ce sont au total quand même 1500 donc, têtes des capras qui ont été donc, distribuées sur l'ensemble de Bok. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Et donc en mon nom du président et au nom de la communauté ici, je réitère encore une fois notre remerciement donc, à l'endroit de la FAO. Et selon le représentant de la FAO à Djibouti, ces opérations s'inscrivent dans le cadre de l'effort pour une réduction immédiate et durable de la pauvreté. Les troupeaux de bétail distribués sont constitués le plus souvent de caprins, car en plus d'être parfaitement adaptés au climat aride de Djibouti, ceux-ci nécessitent très peu de dépenses pour l'alimentation. On l'écoute. C'était une bonne initiative de pouvoir sélectionner ce site et faire la reconstitution du cheptel. Je suis content aussi d'avoir notre partenaire, Agence du système des Nations Unies, le PAM, parce que ce projet est financé par le CERF. Et à Djibouti, c'est un projet, si je peux le dire, un programme qui est cohérent avec des activités que la FAO peut conduire et d'autres que le PAM. Il y en a aussi l'UNICEF, l'OIM, ont pu accomplir dans le cadre de ce programme de CERF. Donc c'est un grand plaisir d'être ici, entouré d'autres partenaires. Et je tiens aussi à remercier l'accompagnement des autorités de la région qui ont été là pour pouvoir faire un bon ciblage, qui a été là et qui sera là pour la suite des interventions. Je ne vais pas être long, mais venant ici, ce n'est pas seulement l'acte de remettre du bétail, mais c'est aussi l'opportunité pour moi de découvrir Olma et de voir d'autres opportunités de travailler ensemble dans le futur. Et je repartirai d'ici avec des idées d'intervention et nous pourrons discuter ensemble au niveau de la région et voir ce qui peut être fait. Je tiens à inviter la population de bien prendre soin du bétail qui sera mis à leur disposition et que nous puissions construire là-dessus pour faire autre chose. Je vous remercie. Et après, Obok, direction pour clore l'actualité nationale dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'enfant djiboutien, la représentante du ministère de la Femme et de la Famille s'est rendue dans la localité de Balhou accompagnée de la principale du collège de Tadjoura. La délégation a été accueillie chaleureusement par le sous-préfet d'Oura, Abdallah Kamil, élu local, Ali Dini, ainsi que par les parents d'élèves de cette communauté de Balhou. Dans le cadre de la Semaine nationale de l'enfant initiée par la représentante du centre de Tadjoura, Khadiga Mohamed Ibrahim, qui a pour but d'aider ses propres moyens, les enfants vivant donc dans les zones les plus reculées de cette région. En effet, les visiteurs ont ensuite octroyé un don de kits scolaires et des besoins spéciaux pour les enfants de Balhou afin de célébrer avec eux, comme il se doit, cette journée qui leur est dédiée.
Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Au Kenya, le bilan des glissements de terrain monte à 43 morts. Les efforts de sauvetage se poursuivent. Le bilan des glissements de terrain qui ont frappé plusieurs villages du comté de West Pokot, dans le nord-ouest du Kenya, est monté à 43 morts. C'est ce qu'ont annoncé les responsables locaux, ajoutant que les opérations de recherche et de sauvetage s'étaient intensifiées. Des glissements de terrain massifs ont touché plusieurs villages de West Pokot après que des pluies diluviennes se sont abattues sur ce comté voisin de l'Ouganda et du Soudan du Sud. Les intempéries et les glissements de terrain ont fait de nombreuses victimes, ont déplacé des communautés entières et ont détruit les routes et les ponts. Le gouvernement a déployé plusieurs hélicoptères de l'armée et de la police pour porter secours aux personnes prises au piège sous la boue et les débris. Et les autorités locales supervisent également l'évacuation des victimes des glissements de terrain, tandis que les agences de secours apportent une aide d'urgence aux familles déplacées. Et enfin, sport, l'Espagne de Rafael Nadal remporte la Coupe Davis. L'Espagne a remporté à domicile face au Canada la première édition de la Coupe Davis, nouvelle formule, grâce à un Rafael Nadal au sommet de son art. Le numéro 1 mondial a donné de la légitimité à cette nouvelle compétition qui devra s'adapter aux besoins de joueurs pour s'installer définitivement dans le paysage du tennis. Déjà vainqueur en 2004, 2008, 2009 et 2011, le numéro 1 mondial a rajouté un 5e sacre, le 6e de l'Espagne, devant son public et une salle totalement acquise à sa cause. Le numéro 1 mondial a offert à son capitaine et ancien vainqueur de Roland-Garros, Thierry Bruguera, la première coupe de son exercice de capitaine à l'issue d'un match captivant 6-3, 7-6 face au valeureux Canadien Denis Chapovalov. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci pour votre très aimable fidélité et excellent suite de programme sur Télé Djibouti.